m'appelle Faustine Fleuret, je suis présidente et directrice de la DAN. Je représente en réalité les acteurs du secteur des cryptoactifs. À vrai dire, c'est pas mon domaine de départ. Moi, j'ai commencé sur les marchés financiers traditionnels. J'ai d'abord travaillé à l'Autorité des marchés financiers, puis à l'Association française des marchés financiers. Donc plutôt côté traditionnel, puis je suis passée du côté crypto de la force, on va dire. J'ai travaillé chez Consensus pendant presque 2 ans où j'ai mené différentes missions auprès du ministère de l'économie et des finances, de la Commission européenne, et en même temps j'étais en charge des affaires réglementaires. Et je travaille depuis mars 2020 à la DAN. Nous avons été créés en janvier 2020, donc on est encore tout jeune. Et j'ai pris les rênes de la présidence en mai dernier. Donc voilà pour brièvement mon parcours. Et du coup, bien sûr, avec plaisir à l'issue de cet échange, de pouvoir répondre à vos questions sur l'association, les cryptoactifs, les entreprises que l'on représente, ce qui vous intéressera. D'accord. Je ne sais pas si tu as prévu de présenter la DAN dans ta présentation, c'est le début. Je peux en Oui, dire voilà, quelques en quelques mots mots, pour peut-être avant de rentrer commencer. dans le vif du sujet. D'accord. Bah alors, du coup, comme je vous le disais, on a été créé en janvier 2020. Le fondateur s'appelle Simon-Paul Roux. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez, mais c'est plutôt un ponte dans le milieu crypto et blockchain. On a commencé autour de 11 membres fondateurs. Des entreprises que vous connaissez certainement, Ledger, CoinHouse, Kaiko, Nomadic Labs, LGO, etc. Et aujourd'hui, on représente 77 membres, donc une petite croissance. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, représenter, fédérer et porter les intérêts des acteurs, qui est notre mission? Ça veut dire qu'aujourd'hui, et ça vous en êtes certainement très familier, les acteurs, les entreprises ont quelques problématiques en vue de se développer, notamment l'industrie française, mais aussi l'industrie européenne, puisqu'on a ce double angle. Et donc, notre rôle, c'est de trouver des solutions auprès des interlocuteurs privilégiés d'une association professionnelle, à savoir les autorités, bien sûr, donc les régulateurs, l'AMF, la CPR, la Banque de France, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Intérieur, principalement au niveau du gouvernement. Aussi auprès des autres représentants de secteurs économiques, notamment le secteur bancaire, donc des associations comme la MAFI, l'AFG, l'AFTI, etc., qui vont représenter finalement les acteurs établis. Et donc, nous, on est le porte-parole de l'industrie. Donc, quelles sont aujourd'hui les problématiques globalement que rencontre l'industrie? Il y a des problématiques en matière de réglementation. Je pense que du coup, on ira assez dans le détail sur ce sujet, en matière de fiscalité, en matière de connaissances et d'adoption, à la fois justement par nos interlocuteurs du secteur public ou du secteur privé, mais également en fait les utilisateurs, des problématiques de financement et d'investissement importantes en France et en Europe. Et donc, en fait, le sous-jacent un peu de tout ça, c'est une mauvaise connaissance, la mauvaise connaissance du sujet. Donc, on a voilà, plusieurs actions pour lever tous les blocages qui existent aujourd'hui pour le développement de l'industrie. D'accord. Et est-ce que l'association est ouverte uniquement aux entreprises françaises ou européennes? Non, alors effectivement, le scope, disons, des membres sont les acteurs qui ont une activité tournée vers la France, tournée vers le public français. Donc, ça veut dire une majorité d'acteurs français, mais pas uniquement. Par exemple, on a Bitpanda qui est autrichien, on a ScoreChain au Luxembourg, Chainalysis au UK, Hmm. plusieurs acteurs en Suisse. En fait, du moment, et c'est parce que vous rencontrez finalement les mêmes problématiques que les acteurs français, du moment que vous adressez le marché français, on peut tout à fait vous représenter. D'accord. Super. Ben, merci. Bravo déjà pour l'initiative. Et puis, ben, c'est un sujet passionnant, comme on va le voir sous tous les angles. Et puis là, c'est vrai que l'aspect réglementaire, c'est quelque chose qui est particulièrement effervescent, qui est une préoccupation de tout le monde. Puis la France a aussi un certain nombre de particularités, une petite avance sur les autres pays. Donc, je pense que tu vas nous en parler tout de suite. Effectivement, alors c'est vrai que nous, on a été bon élève, disons, en France, puisqu'on a déjà une réglementation. Et je dis ça parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas encore de réglementation européenne, donc de réglementation pardon, harmonisée pour l'ensemble des États membres de l'espace économique européen.
Comment ça s'est déroulé en réalité? Alors, Excuse-moi, juste Oui. est-ce que tu as des transparents à partager ou pas du tout? Ah non, j'avais pas prévu. Ah bah, Ensuite, c'est très bien, c'est très bien, très très bien. ok. C'est juste pour ne pas oublier, parce que parfois, dans l'élan, en fait, on oublie de partager son écran, et donc c'est juste pour être certain. Super. Non, non, je vais y aller sans filet. Du coup, voilà, comment ça s'est passé? En 2017, c'était une période assez intense sur le marché des cryptos vous savez, enfin, vous le savez très bien, la vague des ICO. C'est à ce moment-là, en fait, que les régulateurs français se sont un peu intéressés au sujet, puisqu'il y avait quand même un peu de tout et de rien sur les marchés, dont un peu de fraude. Donc, effectivement, ce qui est une spécificité, du coup, c'est que c'est l'autorité des marchés financiers, donc le régulateur financier, qui s'est intéressé au sujet à l'époque et qui a décidé de regarder est-ce qu'on met en place une réglementation ou pas. Donc, au début, les questions, c'était est-ce que les cryptos, c'est des instruments financiers? Donc, est-ce qu'on doit les réglementer pareil? Est-ce qu'on doit les réglementer comme des fonds? Voilà, il y avait beaucoup de questions. Et qu'est-ce qui a été décidé? C'est de créer un visa pour les ICO. Donc aujourd'hui, si vous voulez émettre des jetons auprès du public français, vous pouvez demander un visa à l'AMF et pour avoir ce visa, il y a un certain nombre de conditions à respecter, principalement des obligations en termes d'information, donc de transparence vis-à-vis des souscripteurs, mais aussi de respect de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ce qui était assez marquant à l'époque, c'est que ce visa, quand l'AMF l'a proposé, elle l'a proposé de façon optionnelle. Donc c'est vrai qu'une réglementation optionnelle, c'est un peu inédit. C'est un petit peu parfois d'ailleurs très drôle à expliquer à des acteurs étrangers qui forcément ça les interroge, disons. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait un visa optionnel? C'est que pour autant, si vous n'avez pas le visa, c'est vous, en tant qu'émetteur, ça ne vous empêche pas d'émettre vos jetons auprès du public français. Simplement, le pari des autorités à l'époque, c'était qu'en créant ce visa, les acteurs, les émetteurs auraient envie de l'avoir pour avoir un avantage comparatif et puis pour rassurer en fait les investisseurs. Donc ça, c'était la première partie du travail de l'AMF. Donc là, on parle marché primaire, hein. Mais rapidement, ils ont regardé qu'est-ce qui se passe sur le marché secondaire, donc les échanges de cryptoactifs. Donc les plateformes, ceux qui conservent vos cryptoactifs. Sur le visa, il y avait aussi un intérêt, il me semble, hein, je ne sais pas si c'est encore vrai, de l'accès au compte qui était. Ah, oui, effectivement. Et c'est quelque chose de commun justement avec ce qui est proposé, enfin, ce qui a été mis en place pour le marché secondaire. Du coup, je ferai d'une pierre deux coups. C'était effectivement un bénéfice de ce visa. Pour le marché secondaire, donc ceux qui vont conserver vos cryptos, ceux qui vont vous permettre, les plateformes qui vont vous permettre d'échanger vos cryptos contre d'autres cryptos ou de la monnaie, là, il y a une réglementation qui est obligatoire aujourd'hui en France, qui a été mise en place au moment de la loi Pacte. Donc, si vous remplissez si vous fournissez un des services qui est mentionné, effectivement, donc soit de conservation, soit d'échange, vous devez être enregistré auprès de l'AMF. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que si vous êtes une plateforme et que vous souhaitez offrir vos services à des citoyens français, vous devez aller voir l'AMF et vous devez vous enregistrer. Ça veut dire auprès de l'AMF, vous prouvez votre honorabilité, compétences, expérience. Donc ça, ils vont regarder des éléments, par exemple le CV, tout votre casier judiciaire, enfin voilà, des choses comme ça. Et l'ACPR, qui est aussi engagé dans le process d'enregistrement, vérifie que vous respectez la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et c'est qu'une fois que l'ACPR a contrôlé ce dispositif et que l'AMF a vérifié l'honorabilité, la compétence des dirigeants et d'autres responsables de l'entreprise que vous obtenez le droit en fait de fournir vos services aux Français. Sans cet enregistrement, aujourd'hui, vous n'avez pas le droit d'offrir ce genre de service, donc la conservation, l'échange notamment, auprès du public français. Donc, on est très précurseur par rapport à ce qui existe dans d'autres pays. C'est ce en quoi j'introduisais, puisqu'il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui dans d'autres pays. Donc, on est plutôt vertueux à ce stade, et notamment en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, alors même qu'en général, c'est un peu sur cet aspect qu'on va taper sur les cryptos. L'AMF a aussi mis en place un agrément optionnel, comme le visa,
pour ces mêmes prestataires de services. Mais voilà, de la même façon, le but, c'était voilà, de réguler de façon flexible, c'est-à-dire que les autorités avaient quand même conscience qu'on était sur une industrie nouvelle qui devait grossir, qui devait se structurer, donc qui était encore fragile. Donc, que mettre en place des règles très très strictes du premier coup, ça aurait eu pour effet de complètement empêcher l'innovation de se développer. Donc, il y a eu quand même un peu de réflexion sur la façon de créer un cadre de confiance pour les utilisateurs, tout en permettant à l'innovation de quand même se structurer et aux petites boîtes d'arriver à gérer ce paquet réglementaire qu'ils n'avaient pas forcément anticipé. Donc ça, c'est la théorie et c'est, c'est ce qui devrait être dans le meilleur des mondes. Ensuite, bon, ça reste quand même très compliqué aujourd'hui pour les acteurs de s'enregistrer, par exemple. Et effectivement, vous parliez du droit d'accès au compte bancaire, qui est normalement un droit que vous obtenez quand vous êtes enregistré. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce droit n'est pas du tout appliqué. C'est-à-dire que normalement, quand vous êtes enregistré auprès de l'AMF, quand vous êtes un PSAN enregistré, vous devriez ne pas avoir de soucis pour ouvrir un compte auprès d'une banque française. Euh, Or, ce qu'on voit, et si on prend la liste des 23 prestataires qui sont aujourd'hui enregistrés auprès de l'AMF, vous en avez un seul qui a réussi à ouvrir un compte auprès d'une banque française. Donc ça veut dire en fait qu'aujourd'hui, malgré ce droit dans la loi, en fait, malgré la loi, les banques n'ouvrent toujours pas de compte aux acteurs français qui sont enregistrés, donc qui sont en conformité avec la réglementation française. Donc ça, c'est un des problèmes les plus, disons, durables pour le secteur. Avant même que l'ADAN soit créé, ça existait déjà, hein. Le premier acteur français du secteur, c'est 2011, et en fait, il a le problème depuis 2011. Donc c'est assez édifiant, et c'est vrai que c'est un problème qui apparaît que malgré la loi, on subit toujours. Donc c'est extrêmement frustrant pour les acteurs. Qui du coup, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont plutôt voir des banques étrangères pour l'instant. Donc à la fois sur le visa, où il y a ce droit, à la fois sur les PSAN enregistrés qui devraient bénéficier de ce droit, là c'est une limite en pratique de ce qui a été mis en place au niveau français. L'autre limite en pratique du régime, je vous disais que l'enregistrement est obligatoire, donc normalement vous ne pouvez pas fournir vos services au public français si vous n'êtes pas enregistré. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des acteurs étrangers qui ne sont pas enregistrés et qui fournissent quand même leurs services auprès du public français, et pour autant ils ne sont pas interpellés par les autorités. Donc là, il y a un vrai problème de concurrence illégale, déloyale entre les acteurs étrangers et puis des acteurs français qui soit sont en cours d'enregistrement et du coup n'exercent pas en attendant d'avoir le sésame de l'AMF, soit sont enregistrés et donc ils ont subi les coûts, les lenteurs de la procédure, ils ont joué le jeu et en fait ils sont ni récompensés par ce droit d'accès au compte bancaire qui était quand même le Graal, en fait, ce pourquoi les acteurs étaient aussi contents finalement qu'il y ait ce régime réglementaire qui soit mis en place. Et en plus, ils font face à une concurrence déloyale. Donc ça, c'est les imperfections pratiques de ce qui a été mis en place aujourd'hui en France. Ah, je crois Pardon, que... j'avais coupé le micro. Ouais. Sur la concurrence déloyale, en fait, il y a un certain nombre de services qui sont. Alors, parce que tout à l'heure, du coup, je vous vois, parce que tu me vous vois. Voilà, on se voit. On se tutoie sinon. D'accord, tutoyons-nous. Donc, c'est pour les ICO, en fait. Donc, effectivement, c'était un visa qui était facultatif, celui-ci. Par contre, il me semble que pour certaines catégories de services, le visa est obligatoire. Et c'est là, en fait, qu'il y a la concurrence déloyale. Parce que quand le visa est facultatif, on ne pourrait Oui. pas. Non, non, je parlais bien de l'enregistrement obligatoire des prestataires, où sans cet enregistrement, vous ne pouvez pas exercer en France. Donc, si vous conservez les cryptoactifs de clients, si Faire vous, ça, par exemple. Ouais. vous opérez une plateforme de trading qui permet à des particuliers de trader des cryptos, ça, normalement, enfin, ça, c'est des services où vous devez en France être enregistré. Donc, c'est effectivement sur cette partie-là qu'on voit des acteurs qui devraient être en conformité avec une réglementation obligatoire qui ne le sont pas. Mhm. D'accord. Et là, pour le coup, vous avez des échanges avec l'AMF ou avec les autorités là-dessus. Et ils disent quoi? Ils Alors, disent que c'est parce que c'est long ou parce que. en fait, aujourd'hui, il y a enfin, il y a eu certainement une sous-estimation
du travail en fait qui allait être nécessaire pour la mise en place de ce régime et notamment le nombre de dossiers en fait qui seraient présentés aux autorités. Je pense que elles ont été très vite débordées parce qu'elles ne pensaient pas qu'il y aurait autant de demandes d'enregistrement. Et en fait, c'est vrai que les autorités, elles sont pas très, les équipes sont assez peu étoffées, hein. Par exemple, à l'AMF, il y a entre deux et trois personnes selon les périodes qui s'occupent d'instruire les dossiers d'enregistrement de PSAN et qui du coup aussi regardent bah, comment ça se passe, enfin vérifient si tous les acteurs sont bien en conformité, ceux qui devraient être enregistrés. Donc ça, c'est un problème qu'on soulève depuis très longtemps, à savoir qu'on ne peut pas, avec trois personnes, gérer tous les dossiers. Et c'est pour ça que c'est très long de s'enregistrer aujourd'hui. C'est 1 an et demi, facilement 2 ans, à partir du moment où vous déposez votre dossier auprès de l'AMF pour être enregistré. Et le problème, c'est que dans cet intervalle-là, comme c'est un enregistrement obligatoire, vous n'êtes pas censé exercer. Donc on a vu des acteurs souffrir, hein, franchement, d'attendre, d'être enregistrés, d'avoir très peu de visibilité. En plus de ça, donc pour gérer l'incertitude, c'était très compliqué. Et l'an dernier, bah, il y a un acteur qui a tout simplement mis la clé sous la porte parce qu'il n'arrivait pas à s'enregistrer. Donc, on sait que l'un des axes pour essayer d'améliorer ça, c'est qu'effectivement, les autorités soient un peu plus, soient renforcées. Et on a obtenu gain de cause dans le projet de loi de finances 2022 qui est actuellement discuté à l'Assemblée nationale, puisqu'il a été proposé que 15 ETP supplémentaires soient alloués à l'AMF et à l'ECPR pour gérer toutes ces problématiques de finances digitales, ils appellent ça. Donc, on espère qu'à la fois sur le volet instruction, mais aussi sur la supervision des acteurs qui font n'importe quoi, en fait, ça sera beaucoup plus efficace que ça l'est aujourd'hui. D'accord, oui, parce qu'effectivement, j'allais dire, il y a arriver à analyser et à enregistrer les dossiers, il y a à faire de la veille pour voir que des gens qui opèrent sur le dossier, et puis il y a aussi aller voir les banques quand les gens qui ont l'agrément se voient refuser les comptes pour leur dire, eh ben, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais enfin, il faut un compte. Alors, les banques sont tout à fait au courant de l'existence du régime PSAN et du droit d'accès aux comptes que les PSAN ont quand ils sont enregistrés. Ça ne les empêche pas de ne pas appliquer la loi. Et alors, pour le coup, on a les autorités qui sont qui sont conscientes du sujet, donc notamment Banque de France et ACPR, ACPR qui est le superviseur des banques, et qui, pour le coup, nous ont aidés à essayer de avoir un dialogue avec notamment la Fédération bancaire française, comprendre quelles sont en fait les réticences qui résident, comment est-ce qu'on peut aider pour lever les blocages. Ce qu'on voit, c'est que même que ce soit nous, que ce soit la Banque de France, la CPR, aujourd'hui, il y a une fermeture complète des banques sur ce sujet. Qui ont tout simplement, et elles ont tout simplement décidé en fait de ne pas prendre la crypto au sérieux et donc de ne pas ouvrir de compte bancaire. Donc il y a quelques exceptions. Donc c'est pour ça que je vous disais, il y a quand même un PSAN aujourd'hui qui a réussi à ouvrir un compte auprès d'une banque française, mais au prix de quoi? Ça a été des mois de négociation. Au début, le compte, il était très limité hein, en fonctionnalité. C'était très pénible a priori à l'usage. Par exemple, faire des virements en ligne, impossible. Faire des virements à l'international, fallait aller au guichet, fallait attendre X. Enfin, vraiment, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu sur des acteurs qui avaient un moment réussi à avoir un compte bancaire. C'est que, à un moment donné, il y avait toujours un motif pour le fermer, ou alors la relation, elle était vraiment détestable. Et le pire qu'on a pu voir, c'est un acteur qui avait un compte bancaire auprès d'une banque française, qui a été enregistré comme PSAN, et en fait, du moment où la banque a réalisé qu'ils étaient PSAN, bah, ils ont fermé le compte. Donc c'est complètement contre-intuitif. Au contraire, normalement, ça aurait dû les rassurer. Là, Donc, il y a un acteur, en fait, enfin, avec qui je travaille régulièrement, parce que je suis au board, qui a eu exactement ça, en fait, qui est PSAN et qui s'est vu fermer deux comptes, et qui était actif, hein, qui ouais, avait des virements, etc., qui s'est vu du jour au lendemain fermer deux comptes oui, par deux banques différentes qui avaient accepté.
et Oui. qui est obligé maintenant de se poser, enfin, qui est obligé de Mais, réagir dans la… ouais. Effectivement, en fait, j'ai pas fait d'introduction cette fois-ci. J'étais pas sûr de pouvoir assister à cette conférence. Et donc, j'ai laissé la main à Fabrice. Et Fabrice est un MBA HEC également. Et je te laisse peut-être te présenter en deux mots. C'est vrai, Fabrice, tu n'as pas pu aussi te présenter. Donc, Oui, après, c'est pas peut-être. si grave. En fait, moi, enfin, j'étais là pour animer. Mais oui, moi, Oui, mais quand même. alors, je suis basé au Luxembourg donc, je suis plutôt sur la partie techno. Donc, on fait beaucoup de développement autour des cryptos pour des gens qui sont PSAN, pour les autres qui ne sont pas PSAN, pas forcément, parce qu'ils n'ont pas forcément vocation à l'être, puisqu'ils font que des plateformes techno, ils ne font pas d'émissions proprement dites. Donc, quand on est sur la plateforme techno, aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être régulé. Ce sont les émetteurs qui doivent l'être. Et puis, du coup, je conseille et j'accompagne un certain nombre de startups ou d'entreprises en fait sur des sujets qui tournent autour de la blockchain et parfois aussi de la crypto, notamment le régulateur luxembourgeois. En fait, c'est aussi quand il y a deux textes de loi qui ont été votés dans les deux ou toutes dernières années, ben, j'étais dans les groupes de travail. Donc voilà, donc je connais un petit peu le sujet. Euh, Ça tombe bien. c'est d'où l'intérêt aussi. Tout à fait. Ça, je te remercie de m'avoir proposé d'animer Bah non, merci à toi. cette session parce que c'est un domaine passionnant. Et donc, Hmm. pouvoir avoir accès à des professionnels comme Faustine, c'est génial. C'est un plaisir partagé. Et bon, par contre, je suis triste que vous ayez aussi rencontré le problème. Mais bon, on avait fait une étude, une enquête en octobre dernier pour justement essayer d'un peu quantifier le problème. Et c'est vrai qu'il y a des résultats qui sont édifiants. Il y a des acteurs qui ont essuyé 11 refus auprès de banques. Il y a des acteurs qui n'ont toujours pas de compte bancaire. Et c'est vrai que le résultat, c'est quoi? C'est pour deux tiers l'intention, l'envie de se délocaliser. Et ça, c'est vraiment notre plus grosse crainte, c'est qu'on fasse, alors qu'on avait les moyens de faire de la France vraiment un territoire très attractif pour l'industrie crypto, en fait, ça devienne complètement, que ça prenne complètement le revers et le mauvais chemin. Et notamment, bah, forcément, la relation avec les banques, même pour des acteurs étrangers, hein, sur ces sujets-là, est quasiment impossible. Et c'est un facteur très difficile à gérer pour l'industrie aujourd'hui. Et en plus, c'est même pas satisfaisant du point de vue sécurité, puisque les banques françaises sont très vertueuses en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. On préférerait que les acteurs soient clients de banques françaises plutôt que de banques un peu moins regardantes d'Europe de l'Est, par exemple. Donc, en termes de risque, en plus, en termes de confiance dans les marchés, c'est pas du tout satisfaisant. Mais pour l'instant, et c'est le fait de cette fermeture de principe de l'industrie bancaire française, on en est malheureusement résolu à ça. D'accord. Et est-ce que enfin, je ne sais pas si tu as prévu de dire quelques mots sur Mika aussi. Bien sûr. Mhm. Du D'accord. coup, ce qui est pas mal, c'est que quand on commence à parler, enfin, c'est par étapes, parce que du coup, Mika s'inspire de la réglementation française. Oui, c'est pour Donc là, ça. on a posé le cadre français, on va pouvoir parler Europe. Parce que ça y est, la Commission européenne, en septembre dernier, a publié ses deux propositions de règlement pour créer une réglementation harmonisée, ce qui est une très bonne nouvelle du coup pour l'industrie française par rapport au fait elle était un peu en avance et qu'en fait, elle n'en tire pas beaucoup de bénéfices. Aujourd'hui, le statut PSAN n'est pas reconnu dans d'autres pays. Donc, c'est bien pour le marché local, mais en termes de facteurs d'attractivité plus global, ça ne sert pas, disons. En septembre 2020, je disais, la Commission a publié un premier projet de règlement qui s'appelle MICA et qui en fait s'inspire énormément de ce qu'on a fait en France. Pourquoi je dis ça? Parce que d'une part, les acteurs encadrés seront les mêmes que les PSAN, que la liste des PSAN qu'on a établie en France. Et les émetteurs de jetons, bien sûr. Donc le scope est le même et les règles qui leur sont appliquées sont à la fois inspirées de l'enregistrement et de l'agrément optionnel qui s'applique au PSAN. Donc en ça, la France a plutôt été driver dans la mise en place de la réglementation européenne, mais c'est parce qu'en fait, on a une expérience que d'autres États n'ont pas, et une industrie plus développée que d'autres États n'ont pas non plus. MICA, qu'est-ce que c'est? C'est d'une part voilà, la réglementation des émissions, donc des ICO.
Donc, de la même façon, un visa, parce que vous avez respecté un minimum d'informations à donner à vos souscripteurs, notamment. Et c'est aussi la réglementation des émissions de stablecoin. Et ça, c'est quelque chose qui est un tout petit peu différent par rapport à ce qui existe en France. Et j'y reviendrai peut-être dans le détail, mais là, pour le coup, on y voit des choses un peu négatives pour le développement du secteur. Et puis, bah, vous avez toute la réglementation sur, voilà, comme les PSAN, la conservation, l'échange, mais aussi, du coup, le conseil, la gestion de... Non, pas la gestion de portefeuille, justement, mais le conseil, réception, transmission d'ordre, enfin, d'autres services périphériques qui seront encadrés. Et par rapport à la France, Mika, tout le whole package est obligatoire. Donc, nous, ce qu'on préconise en fait aujourd'hui pour les acteurs français pour être prêts pour Mika, d'obtenir l'agrément optionnel, puisque finalement, c'est un peu ça qui va arriver, mais de façon obligatoire au niveau européen. Donc, Mika arrivera d'ici 2 3 ans. C'est des débats très très longs, très très compliqués au niveau du Parlement et du Conseil actuellement. Et on y voit je disais, quelques problématiques. Alors, d'une part, je parlais des stablecoins. Le régime est extrêmement strict pour les stablecoins, extrêmement strict, très inspiré de la réglementation sur la monnaie électronique notamment. Et par exemple, si vous voulez émettre un stablecoin demain, vous devez être établissement de crédit ou établissement de monnaie électronique. Donc, a priori, pour les nouveaux entrants, qui sont plutôt, eux, porteurs de l'innovation et émetteurs de stablecoins, ça va être très, très lourd à respecter. Et pourquoi, en fait, pourquoi cette... Une question. Oui, Comment ils définissent stablecoin? ils ont plusieurs... Est-ce que l'USDT, c'est un stablecoin, par exemple? Oui, oui, oui. Alors, L'USDT enfin, je dis ça, c'est sur du dollar, donc non. Oui, oui, ben, alors un USDT qui serait sur de l'euro, ça serait un stablecoin. Oui, c'est ça. Parce qu'il Donc, y a certaines... le URT, c'est un stablecoin. Donc, parce D'accord. que Tether a émis un stablecoin euro cet été, c'est le URT. Donc, ça, pour le coup, ce sera réglementé sous MiCA. En fait, il y a des stablecoins, alors je ne saurais pas dire lequel maintenant, dont la parité avec la monnaie de référence, elle est gérée plutôt par des smart contracts, etc., que par une réserve obtenue où c'est décentralisé. Est-ce que Oui. ces stablecoins décentralisés-là sont quand même Alors, ça, c'est un considérés énorme... comme des stablecoins? Parce que c'est un side effect, en fait, que ce soit des Oui. stablecoins. C'est un gros problème et justement, c'est une autre problématique. C'est tout ce qui va être application décentralisée, donc y compris les stablecoins, mais Hmm. aussi toute la finance décentralisée. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et c'est un effet de bord, et on le sait, ça, c'était pas intentionnel, mais la façon dont c'est rédigé, en fait, pour tout, il faut un opérateur central, une personne morale. Et du coup, s'il n'y a pas de personne morale, de facto, dans la rédaction, c'est interdit en Europe. Donc voilà, les stablecoins décentralisés et toutes les applications de finance décentralisée. Donc on a compris de la commission qu'à l'époque, ils ne connaissaient pas du tout cet univers-là. Donc quand ils ont rédigé en disant on ne peut pas émettre de stablecoin si on n'est pas un émetteur légal, personne légale qui est établissement de crédit, ça on sait que c'était un non intentionnel d'interdire la DeFi via cette rédaction. Ce qu'on ne sait D'accord? pas, c'est on a suivi les débats et bon, ils sont bloqués depuis quelques mois, donc c'est pour ça qu'on est dans le flou. Mhm. On avait l'impression qu'ils voulaient plutôt aller dans le sens de ce qu'on propose, à savoir que Mika ne devrait pas encadrer la DeFi, puisqu'en fait, c'est pas du tout adapté. C'est pas adapté parce qu'on pose des règles pour des personnes identifiables, pour des applications centralisées, donc c'est pas du tout adapté pour tout ce qui est décentralisé. Donc nous, on disait, il faut un autre cadre qu'on va réfléchir en concertation avec public-privé parce qu'a priori, ils ne connaissent pas forcément très bien, donc pour faire quelque chose de plutôt adapté. Et Mika, bon, on dit clairement que la DeFi n'est pas soumise. À un Quand on moment, dit en fait, quand on dit c'est interdit d'en émettre, mais par définition, quand on est en DeFi, personne ne les émet puisque c'est géré par des smart contracts. Donc, oui, est-ce bah, que c'est aussi interdit de les acheter? Ça, c'est pas possible quasiment de dire vous ne pouvez pas acheter des USDT ou des EUR, je sais pas quoi. après, Vous enfin, pouvez l'interdire,
Ça fait Et c'est presque pas pour de ça sens. que la rédaction était très mauvaise, parce qu'effectivement, ça ne fait pas de sens en plus de dire que c'est interdit. Euh, Mhm. et par contre, effectivement, tous les jetons qui sont interdits via Mika, par contre, ils sont aussi interdits d'être utilisés par des prestataires de services. Donc, ça, enfin, D'accord. Ah, vraiment, ok. ils ont créé un truc, enfin, Oui, ça, ok, ça a d'accord. vraiment eu des effets de bord importants. Mais ce qu'on avait l'impression de voir dans les débats, c'est qu'ils avaient compris leur erreur et qu'ils allaient exclure la DeFi du scope, donc a priori, il n'y aurait plus de problème. On sait néanmoins que ça a quand même suscité beaucoup de discussions au niveau des institutions et qu'il y a des États membres qui étaient plus ou moins chauds, on va dire. Donc, on attend que le texte de compromis soit publié pour saluer ce remaniement, mais a priori, on va plutôt dans le bon sens. Par contre, sur les stablecoins centralisés, j'entends, plus les débats avancent, plus la réglementation est stricte. La raison d'avoir fait quelque chose de hyper strict sur les stablecoins, c'est que, et on le sent dans les débats quand on discute avec les députés européens, la Commission ou les autres États membres, c'est qu'en fait, quand ils entendent stablecoin, ils entendent Libra, ils entendent le diem de Facebook. Hmm. Donc en fait, ils ont très envie d'arrêter Facebook, mais du coup, ils mettent tous les stablecoins dans le même panier Hmm. en pensant que tous les stablecoins auraient demain 3 milliards d'utilisateurs, un risque systémique, des conséquences pour la politique monétaire, etc. Et c'est très difficile de leur expliquer que non, tous les stablecoins, c'est pas Libra. Et surtout, il y a énormément déjà de stablecoins qui existent. Il faut regarder et qui sont pas, c'est pas du tout les mêmes, c'est pas du tout des Libra en fait. Sauf qu'ils ont vraiment ça en tête. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé un truc vraiment Hmm. en fait, là, ils ont vraiment créé un truc pour Facebook. Donc, Hmm. Hmm. forcément, Facebook a les reins pour se prendre les énormes règles qu'ils ont mis en place. Mais par contre, les émetteurs de stablecoin, les nouveaux entrants, pas du tout. Donc, C'est pas lié aussi à l'euro numérique. alors ça, Oui, c'est des... c'est justement le CBDC ou ce qu'on avait le MNBC, c'est ça? Ou Alors, oui, monnaie, ouais, et le MNBC, c'est pour... Enfin, MNBC, CBDC, c'est la même chose. MNBC, c'est c'est ça. l'acronyme français et CBDC, Mhm. l'acronyme anglais. Alors, c'est des discussions différentes puisque pour tout ce qui est euro numérique, c'est la BCE qui gère ça et qui ne sont pas les institutions européennes qui regardent MiCA. Néanmoins, on sent quand même qu'il y a un peu de connivence sur ce qu'ils veulent faire à la fin, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de stablecoin euro pour qu'il y ait seulement l'euro numérique de la BCE. Mais bon, c'est Mhm. censé être des débats et des travaux complètement indépendants. Mais bon, les prises de parole de Monsieur le ministre Le Maire, de Madame Lagarde sont quand même sans équivoque sur le fait qu'il y a une volonté de complètement remplacer tous les stablecoins euros dès lors qu'il y aura une monnaie numérique de banque centrale. Ce qui nous pose énormément de problèmes, puisqu'aujourd'hui, il faut des stablecoins pour notamment le développement de la finance décentralisée, parce qu'ils sont déjà là, parce qu'ils sont utilisés. Et en plus, les stablecoins euros, au contraire, il faudrait les encourager. Si on regarde le marché des stablecoins internationaux, il y a 99% des stablecoins, c'est du dollar. Et tout le reste, bon, bah, c'est de l'euro, du yen, enfin le reste des devises. Donc, on a quand même, c'est quand même assez éloquent qu'on est très en retard. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que demain, tout ce qui va être innovation, où on a besoin de stablecoin, on va être dépendant du dollar. Donc, est-ce que vraiment c'est ce qu'on souhaite? Je ne sais pas. Et je ne sais pas si la BCE se rend compte que bah, la monnaie numérique qu'elle va mettre en place, elle arrive dans allez, 4-5 ans, si on a de la chance. Ça va vite. Oui, si ça va vite. Ils tergiversent quand même pas mal, hein. Le 14 juillet, ils ont dit, bon, bah, on va regarder si on se lance, et ça va durer 2 ans. Donc, enfin, c'est pas là demain. Et le problème, c'est qu'on peut pas attendre, les acteurs peuvent pas attendre 5 ans de développer leur innovation et de se fonder sur des moyens d'échange de type euro. Et en fait, peu importe que ce soit un euro privé, un euro public, le tout, c'est qu'en fait, il n'y ait pas une hégémonie du dollar demain. Donc, nous, c'est un vrai problème qu'on n'encourage pas le développement des stablecoins euros Mhm. et qu'on veuille tout laisser reposer sur la monnaie numérique de la BCE. Pour nous, c'est des choses complémentaires. Peut-être que les institutions financières vont faire plus confiance à l'euro numérique de la BCE pour explorer voilà, des cas d'usage crypto-blockchain. Mais
là, on a ce besoin de stablecoin et on en aura besoin encore demain et on a besoin de les encourager et de leur donner de la visibilité sur le fait qu'ils vont pouvoir se développer et qu'ils ont un avenir en fait. Hmm. Ouais, très clair. Ouais. Donc quand même encore des choses à perfectionner sur Mika. Mais c'est ce que je vous disais, a priori, vu l'intensité des débats au niveau européen, l'entrée en application se fera pas avant 2-3 ans. Et donc, bon, ça permet à tout le monde d'avoir un petit peu de temps pour se mettre en ordre de bataille. Est-ce que dans Mika, il y a aussi l'accès au compte? Non, c'est pas prévu. Ah. C'est pas prévu. Ça aurait été bien, effectivement, mais c'est pas prévu. Bon, après, vu comme c'est respecté en France. Oui, oui. Non, mais, j'en parle parce que si ça avait été, ça aurait été quand même plutôt positif dans le fait que il y a une volonté réelle d'aller dans cette direction, y compris au niveau européen. Bon, là, ça peut encore donner moins envie, on va dire. Attendons Mika, parce que probablement, normalement, quand Mika sera là, ça ne va plus exister ou alors ça C'est va être. ça. Ça va remplacer le régime français. Euh, D'accord. et ce dont j'ai pas parlé, c'est que tout ce qui est lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ça, c'est pas traité dans MICA. Par contre, il y a eu une réforme proposée par la Commission en juillet. Mhm. Et du coup, tous ceux qui sont soumis à MICA sont soumis à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressemble à notre enregistrement aujourd'hui, qui est en train de se mettre aussi en place au niveau européen pour tous les acteurs européens. Mhm. D'accord. Ah, intéressant. Mhm. Et peut-être juste à mentionner, parce qu'on n'en a pas parlé, mais au niveau européen, il y a un troisième règlement. Enfin, j'ai parlé de MICA en disant en septembre, la Commission a publié 2 règlements. MICA en est un. Le deuxième, c'est sur le régime pilote. Et là, c'est pour encadrer tout ce qui est security token, donc les instruments financiers tokenisés. Donc, je ne sais pas si ça vaut le coup de rentrer dans le détail, mais pour dire que par rapport à ce qu'on a fait en France, il y a ce volet en plus sur les security tokens qu'on n'a pas. Alors, si, enfin, en tout cas, moi, je trouve intéressant parce que justement, que ce soit Mika ou en tout cas Psan au départ et Mika aussi, c'est fait pour gérer les actifs numériques qui ne sont pas des instruments financiers. Tout Parce à que fait. sinon, ça rentre sous la législation des instruments financiers. Et Exactement. donc, les security tokens, ce sont des securities. Donc, qu'est-ce qui est, enfin, c'est intéressant de savoir pourquoi ils ont été obligés, enfin, ils se sont dit on va faire quelque chose, alors que ils auraient pu dire bah, il y a déjà une règle pour tout ce qui est security, que ce soit sur blockchain ou pas, on applique la règle. Oui, et alors ça, on peut dire merci aux autorités françaises, notamment à l'AMF, puisqu'en fait aujourd'hui, enfin, pour développer les marchés de security token, les acteurs rencontrent quand même des obstacles réglementaires. Et c'est pour ça qu'on voit très peu d'initiatives sur le marché secondaire. Sur le marché primaire, il n'y a pas trop de problèmes. Sur le marché secondaire, il y a notamment des dispositions de MIF 2 et de CSDR qui sont problématiques. Et ça, l'AMF a été très à l'écoute dès le départ et a même publié en mars 2020 une analyse qui notamment identifie ces premiers obstacles. Par exemple, l'absence d'actifs de règlement on-chain qui ne vous permet pas de faire du règlement livraison de transactions financières, le tout sur la blockchain, ou le fait que c'est interdit dans la réglementation financière d'avoir des particuliers comme clients d'une plateforme. Alors qu'aujourd'hui, les clients de plateforme, c'est que des particuliers, on ne passe pas par un intermédiaire quand on veut accéder à une plateforme. Mais ça, ce n'est pas possible dans la réglementation financière, alors que c'est le business model aujourd'hui sur les marchés crypto. Donc l'AMF avait fait une analyse en mars et elle avait proposé une solution qu'elle avait appelée le laboratoire numérique européen et qui en fait a été repris par la Commission européenne. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à créer une zone d'expérimentation où vous avez un projet sur Security Token. Vous pouvez rejoindre cette zone d'expérimentation. C'est très encadré. Et dans cette zone d'expérimentation, vous pouvez bénéficier d'exemptions à la réglementation financière actuelle. Donc, par exemple, enfin, régler vos transactions financières avec un stablecoin euro, par exemple. Mhm. Donc ça, c'est une dérogation à ce qui est prévu dans la réglementation financière. Donc, ça marcherait comment? Un porteur de projet devrait apporter des garanties
pour rentrer dans le régime pilote. C'est le terme qu'a consacré la Commission européenne. Les expérimentations seraient capées par des plafonds pour que ça aille pas trop et que ça pose pas trop de risques systémiques. Et voilà, on pourrait tester ce qui marche pas quand on lève certaines règles. Et puis bah, dans 4 ans, 4 5 ans, 6 ans, je crois que c'est 6 ans ce qui a été décidé dans le texte initial. On regarde, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on amende MIF2 comme ça? On amende CSDR comme ça? On continue l'expérimentation encore un peu parce qu'on a besoin de temps. Voilà. Donc, le but, c'était d'apprendre en marchant, en levant un peu les obstacles, voir bah, comment on peut en fait aménager la réglementation parce que les technologies blockchain et cryptoactifs apportent des garanties différentes, des opportunités différentes qui du coup peut-être rendent inutiles certaines exigences qu'on pouvait avoir pour les marchés financiers traditionnels. Et voilà, peut-être que ça nécessite d'adapter la règlementation en conséquence et permettre le développement de marchés de security token. Donc le seul problème dans le meilleur des mondes que je viens de décrire, c'est qu'aujourd'hui, la Commission européenne, dans le texte qu'elle a proposé en septembre, n'autorise que les acteurs déjà réglementés à accéder à ce régime pilote. Donc, c'est-à-dire qu'elle demande à des gens qui ont besoin d'exemption à la réglementation parce que ça leur pose problème, bah, de d'abord respecter la réglementation. Mhm. Donc, c'est pas très opérant et surtout, en fait, c'est une barrière à l'entrée à tous les nouveaux acteurs Oui, pour oui. rentrer sur ce régime pilote. Donc, Donc, en général, les acteurs réglementés ne sont pas forcément ceux qui ont le mindset de l'expérimentation. Parce qu'on pourrait dire, exactement. oui, pour leur projet, ils peuvent quand même faire des projets qu'ils n'auraient pas le droit de faire sinon, mais en réalité, ils n'ont souvent pas l'idée de le faire. Non, non, c'est pas, c'est ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que demain, qui c'est qui va utiliser le régime pilote si les nouveaux entrants peuvent pas y aller? Ouais. Qui c'est qui a notifié le besoin bah, parce qu'ils ont des projets sur Security Token, d'aménager la réglementation? C'est pas les acteurs établis. Mm. C'est pas eux. Donc, ceux qui portent l'innovation crypto aujourd'hui, c'est principalement des nouveaux acteurs. Oui, Donc, oui. il faut prendre en compte, et ça, c'est peut-être quelque chose que les régulateurs font pas naturellement, de prendre en compte des facteurs de compétitivité, de maturation du marché, mais y penser quand on établit des règles et puis savoir à qui ça va servir. Qui en a besoin et pourquoi on fait ça? On fait ça parce Mm. que on a de l'innovation et on veut à la fois un cadre protecteur des utilisateurs, protecteur en matière de lutte contre le blanchiment, le financement du tourisme, et c'est très bien, il faut, mais il faut que ce soit un cadre adapté au stade de maturation de l'industrie, et puis surtout adapté aux opportunités. Les technologies blockchain, ça apporte énormément de choses en termes de transparence, de traçabilité, de programmabilité, de décentralisation et donc notamment du risque. Donc, saisissons ces opportunités-là. Donc c'est pour ça, heureusement, les débats européens sont encore en cours sur ces textes-là, parce qu'il y a encore certainement à faire pour perfectionner tout ce qui est en train de se mettre en place. Après, je pense, et ça c'est un avis personnel, hein, que les acteurs historiques doivent trouver leur place dans ces écosystèmes. Je ne parle même pas de DeFi, parce que là, c'est encore plus compliqué, hein, mais doivent trouver une place en fait, dans ces écosystèmes, doivent trouver des propositions, mettre en place des propositions de valeur qui leur permettent d'exister dans un monde où en fait, une partie non négligeable des consommateurs, des utilisateurs actuels utilisent ces cryptoactifs. Ils ne sont pas tous prêts, ils ne sont pas encore prêts, et donc disons qu'ils n'ont pas énormément d'intérêt à ce que ça avance vite. Et donc, ils n'aident pas énormément, d'où les accès aux comptes, d'où, etc. Et même d'où que eux, ça ne les dérange pas, ces lois-là. Alors, le problème, c'est qu'aux États-Unis, c'est complètement différent. Aux États-Unis, les banques, il y en a déjà qui conservent des cryptoactifs, il y en a déjà qui utilisent des stablecoins pour leurs activités de paiement, il y en a déjà qui proposent des véhicules d'investissement pour leurs particuliers, qui créent des fonds sur les cryptos. Donc, il y a quand même une différence régionale. Et le problème, c'est que si on n'y va pas, nous, en tant qu'industrie française et européenne, on ne va pas nous attendre de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, de toute façon, c'est en marche.
Ensuite, ça dépend, est-ce qu'on veut y participer ou pas? Tu parles de l'autre côté de l'Atlantique, mais il y a aussi de l'autre côté opposé, hein, ouais, Oui, effectivement, aussi. parce qu'on parle des CBDC qui sont bien en marche aussi, là, du côté Oui, chinois, par exemple. Ouais. Mm. oui. Alors du coup, pour le coup, la Chine est complètement en train de fermer son marché privé des cryptos parce qu'elle veut créer une sorte de monopole autour de sa monnaie numérique. C'est ça. Donc, mais par contre, c'est une vraie question. Est-ce que ce e-yuan, vu la puissance économique commerciale de la Chine, va être imposé dans les échanges demain? Et du coup, est-ce qu'on a un outil comparable pour rivaliser? Bon, pas encore. Donc oui, il y a aussi côté Asie, bien sûr. Puis il y a des grosses plateformes asiatiques aussi qui existent, hein, Mm. qui ont pignon sur rue. On est un peu pris C'est dans ça. l'étau. C'est la réflexion que je me faisais. C'est vrai que l'Europe, en fait, est-ce qu'ils vont rester à mi-chemin entre les États-Unis qui font ce dont tu parlais, en fait, qui se posent un peu moins la question, ils ont une régulation, mais en tout cas, ils laissent beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'expérimentation de choses concrètes qui sont faites, ou la Chine, où en fait, un modèle où, ben non, il y a la Banque centrale qui fait un euro numérique, tout ce qui n'est pas euro numérique, c'est interdit, vous pouvez utiliser de la blockchain, mais avec l'euro numérique émis par la Banque centrale et rien d'autre. Où là, on est assez près de la Chine, en fait, hein, s'ils interdisent tout. Euh, Et c'est vrai. Et donc, c'est pas. Enfin, du coup, on peut assez facilement dire que c'est pas souhaitable. effectivement. C'est clair. Absolument. Et surtout, Alors, ouais, vas-y. avec un autre, parce que ça, c'est aussi enfin, c'est un autre sujet, l'euro numérique, mais bon, en tout cas, supposons qu'ils interdisent les cryptos. Supposons qu'en Europe, ils interdisent toutes les cryptos, bah, ça n'empêchera pas les gens d'aller aux États-Unis les utiliser, d'aller aux Bermudes, d'aller aux îles Caïmans, d'aller partout où il y a même des pays en Amérique du Sud qui en ont fait une monnaie officielle, en fait, qui ont Oui, le accepté, Salvador. Oui, oui, oui. exactement, le Salvador avec le Bitcoin. Heureusement, en Europe, l'idée n'est pas d'interdire toutes les cryptos. Au contraire, hein, on le voit avec Mika, hein, c'est plutôt d'encadrer. Ensuite, c'est vraiment sur la question des stablecoins où là c'est simplement que ça va être tellement strict qu'il n'y en aura pas. Et puis, effectivement, la question de tout ce qui est décentralisé, où la rédaction était telle qu'on n'aurait pas pu émettre de stablecoins décentralisés ou faire des applications, rendre des services de façon décentralisée. Mais heureusement, en Europe, il n'est pas question d'interdire l'ensemble des cryptos comme il se passe en Chine. Ça. Ensuite, on n'aura pas le Bitcoin à cours légal comme au Salvador demain, demain en Europe non plus. Donc, mais parce qu'on n'a pas les mêmes besoins non plus. On a une monnaie, hein. Le Salvador n'avait pas sa monnaie. Ah, Déjà, ouais. donc, Moi, il y a une question dans la chat room. Dans la Oui. réglementation européenne, comment sont classifiés les cryptocurrencies, currencies, commodities, autres? alors, si la question c'est comment c'est qualifié, en fait, la Commission a créé une nouvelle catégorie, une nouvelle qualification légale. Donc, elle a dit les cryptoactifs, c'est des valeurs je crois, émises et échangées sur des technologies blockchain. Donc, c'est une nouvelle catégorie et c'est justement ce qui est le parti pris qu'avait fait la France, c'est de créer les actifs numériques comme nouvelle qualification légale. Et la Commission européenne a fait pareil pour les cryptoactifs, c'est une nouvelle catégorie. La seule exception, c'est tout ce qui va être actifs financiers, instruments financiers, même s'ils sont émis et échangés sur la blockchain. Bon, ça reste qualifié d'instrument financier, donc c'est pas traité dans MiCA et ça c'est soumis à la réglementation financière existante. Excellent. Moi, j'avais une question qui pourrait s'adresser aussi à vous deux. On a vu que c'était une ligne de coût assez importante, enfin la partie juridique dans un projet, si on lance un projet d'ICO ou de tokenisation en France ou en Europe. Euh, à combien à peu près, au tout début d'un projet, on estime les frais, le PSAN par exemple, mais aussi peut-être l'accompagnement juridique. Enfin, en moyenne, on va dire. Après, tout dépend du projet, bien sûr, hein. Je sais que ça dépend d'un projet à l'autre, mais et ensuite, ma deuxième question, c'est peut-être plus Faustine aussi, mais quel conseil tu donnerais à une startup justement par rapport à ces sujets-là, quoi. Alors, sur le coût d'accompagnement juridique pour se mettre en conformité avec PSAN, en ordre de grandeur, je sais que c'est plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros, surtout que en fait, ça s'allonge à mesure que les délais de procédure sont longs aussi, hein, ceux qui sont 1 an et demi, 2 ans.
à s'enregistrer sa chiffre. Mais j'aurais pas de moyenne. J'ai des exemples parce que j'ai des membres qui m'en ont parlé, mais du coup, je pourrais pas en faire une moyenne. Je sais juste que ça chiffre à plusieurs milliers et pour certains, dizaines de milliers d'euros. Mhm. Mon conseil par rapport à des startups, bah, c'est, en tout cas, les autorités sont dans l'accompagnement. Donc, il faut, je pense, parce que j'en rencontre des gens qui ont peur d'aller voir l'AMF, mais au Mhm. contraire, ça peut aussi vous rassurer parce que, et c'est ce que Fabrice, tu disais tout à l'heure rapidement, c'est que tous les acteurs ne sont pas soumis à Pacte. Donc, Mhm. tout le monde n'a pas à être enregistré pour exercer en France. Donc déjà, c'est une première chose, et ça veut dire arriver à qualifier, et ça, pour ça, l'AMF peut vous aider, hein, arriver à qualifier votre service, et ça se trouve vous rassurer en disant, bah, effectivement, vous êtes fournisseur d'une technologie, d'un logiciel, d'un matériel, bon, bah, a priori, vous n'êtes pas PSAN. Attention, tous les acteurs français n'ont pas à être enregistrés, n'ont pas à être réglementés, et en Europe, demain, ce sera pareil. Donc, il faut simplement s'en assurer dès le départ parce qu'effectivement, si vous vous rendez compte un peu tard que vous auriez dû être enregistré, il y a des conséquences au fait enfin, normalement, des conséquences au fait d'exercer sans enregistrement. Il y a des sanctions, hein. Donc, faire attention à ça. Donc, je pense ne pas avoir peur parce qu'on n'est pas tous PSAN, donc on n'a pas tous à s'enregistrer, mais s'en inquiéter pas trop tard, par contre. Mhm. Excellent, merci, très clair. Et Fabrice, en plus, avec ton expérience d'entrepreneur européen, puisque tu es dans différents pays en Europe, je crois, quel conseil tu donnerais? Qu'est-ce que, en termes de même de ligne de coût approximatif, mais Après, bon, enfin, encore sur une fois, l'accompagnement juridique? Ouais. en fait, ce qui n'est pas évident pour répondre à la question, c'est un peu une réponse de Normand, mais en fait, il y a deux choses. Il y a la nature de l'asset numérique que l'on veut, en fait, que l'on veut Mhm. déployer. C'est quoi le modèle économique, en fait, etc. Comment ils sont distribués, à qui, tout ça, en fait, qui est très, très dépendant de la complexité du modèle qu'on veut déployer. Si c'est un truc tout simple, ça peut aller assez vite de ce côté-là. Mhm. Après, si on a une token économique qui est compliquée, ça peut être assez difficile à analyser par des avocats qui vont valider tout ça. Donc ça, c'est des frais enfin, souvent, c'est des frais d'avocats qui sont spécialisés dedans, donc ça peut monter assez vite. Et ensuite, Mhm. comme justement quand on est PSAN, on n'est pas instrument financier, en fait, puisque sinon on ne serait pas PSAN, voilà, par définition. Donc en fait, il y a quand même un certain nombre de contraintes qui sont faciles, enfin oui, faciles à vérifier, qu'on peut vérifier à partir du moment où on utilise des processus ou des plateformes éprouvées qui l'ont déjà fait. Et parce qu'eux, en fait, ils ont une liste de cases à cocher. Ben, celle-là, on la coche, c'est comme ça qu'on fait. Là, et puis, il y a aussi des contraintes. Il faut, par exemple, avoir sur une partie des jetons, il ne faut pas tout distribuer, il faut pouvoir, etc., etc. Enfin, il y a aussi des règles qui sont expliquées ce qu'on fait concrètement, en fait, avec les jetons, avec l'argent, ce qu'on va en faire et comment Mhm. on va pouvoir rembourser éventuellement les personnes, etc. Tout ça. Donc, ça dépend vraiment, d'une part, de la complexité du projet et après, il y a de plus en plus de plateformes en fait, qui ont déjà émis des jetons pour des PSAN. Donc moi, le conseil que je donnerais, c'est rapprochez-vous d'une de ces plateformes qu'il a déjà fait, parce qu'il y a déjà une checklist qui a été mise en place, qui peut ou Mhm. pas s'adapter au projet. Mais voilà. Et de toute façon, oui, c'est quelques dizaines de milliers d'euros, à mon avis, pour démarrer. Puis après, il y a le coût d'operating qui va dépendre. Mais Mhm. Mhm. Non, très clair, excellent. Euh, Vas-y, tu voulais dire quelque chose peut-être, Faustine? Ouais, j'allais juste rajouter que pour nous, nous à l'ADEN, on a un comité PSAN justement pour aider ceux Mhm. qui. Au début, il y en avait beaucoup qui avaient encore besoin de s'enregistrer. Et puis pour aider les PSAN, une fois qu'ils sont enregistrés, qui rencontrent encore des problèmes. On travaille étroitement avec les membres qui en ont besoin sur ces problématiques. Et là, on va sortir normalement cette semaine ou semaine prochaine, un guide pour aider les PSAN à la mise en place de leur dispositif LCBFT justement parce que c'était souvent, il y avait des acteurs mal préparés qui arrivaient, pas forcément accompagnés d'ailleurs par des avocats, et ça, je pense que c'est quand même mieux hein, quand on s'engage dans cette procédure-là. Donc voilà, on fait de l'information, de la pédagogie en interne sur ça veut dire quoi être PSAN.
on suit les évolutions du régime avec les autorités. On reste vigilant sur toutes les problématiques que rencontrent nos membres. Et puis du coup, bah, voilà, l'exemple de ce guide, c'est qu'est-ce que concrètement on fournit pour aider les acteurs. Mais Excellent. pour, Vas-y, vas-y, je t'en pour prie. compléter aussi, puis pour aussi pas forcément donner un angle de vue qui serait... Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup abordé déjà, pour expliquer, Faustine a bien expliqué ce que c'était que PSAN, et puis aussi, parce que c'est la réalité aujourd'hui, c'est que le statut de PSAN, en fait, bah, c'est pas le Graal pour tout dans la pratique pour ceux qui l'ont. Par contre, c'est quelque chose qui reste pour moi très positif et un vrai avantage pour la France aujourd'hui, parce que, un, ça existe et c'est en place, et preuve en est qu'un certain nombre d'acteurs PSAN euh, dès qu'ils ont le passeport, eh bien, en fait, ils ont des demandes de rachat ou d'investissement des gros acteurs parce qu'ils ont, cet agrément. Et D'accord. l'agrément, en fait, ça donne une vraie valeur aux Hmm. entreprises qui ont réussi à l'avoir. Très bien, très clair. Ouais. Merci Fabrice, merci Faustine. Juste une dernière question peut-être. À quel moment, de- finalement, quelle étape de maturité du cycle d'une startup, euh, à partir de quand on peut toquer à la porte de la DAN et quel conseil tu donnerais aussi à de jeunes entrepreneurs par rapport à ça, sachant que c'est effectivement une association professionnelle, donc avec comment dire, une participation annuelle, je crois, c'est ça. C'est ça. Oui, Ouais. nous, on rassemble effectivement que des personnes morales, que des professionnels. Ensuite, le stade de maturité des gens qui sont membres de la DAN sont très larges, hein, puisqu'on a des membres très start-up, hein, mais on a aussi BPI France ou la Caisse des dépôts qui sont membres. Donc, vraiment, on fait le grand écart. Puis, on a des gros comme Ledger déjà très établis, et puis bah, pas des petits nouveaux. Donc, en fait, le stade de maturité, nous, la DAN accompagne, et puis bah, particulièrement d'ailleurs les plus petits. Donc, il y a pas de, j'allais dire, discrimination. Il faut simplement avoir une structure pour pouvoir nous rejoindre. Je crois qu'on a perdu David, mais Dommage. C'est dommage parce que j'allais dire que je dois rejoindre une autre réunion et que j'allais passer la main à David. Donc, on va voir s'il nous rejoint. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat. Là, je n'en vois pas tellement. Moi, j'en ai plus comme ça. En fait, c'est assez complet. Un grand Je me merci. permets, je peux vous poser une petite question? bien sûr. Oui, je me permets de rebondir sur l'appétence des banques françaises, en fait. De ce que vous observez, vous voyez aucune banque française qui est en train de se lancer dans ce marché-là aujourd'hui? Alors en fait, il y a, je dirais, la plus avancée, c'est Société Générale, puisqu'ils ont une filiale qui s'appelle Forge, qui travaille sur plutôt les security tokens. Mais justement, et ça, c'est un truc que toutes les banques ont en commun, c'est en général, ils regardent que les instruments financiers tokenisés. Par contre, tout ce qui est crypto, ils n'y touchent pas. Donc pour ça, peu importe, elles sont un peu toutes à la même enseigne. Mais donc, par rapport à ces avancées, je pense qu'on peut dire que Société Générale est la plus avancée justement sur ces sujets-là. Ok, merci. OK. Eh bien, si on n'a plus de questions, si David ne nous rejoint pas, Bah, écoutez, on peut. Puis c'est si, vrai. si jamais il y avait des questions qui venaient après coup, il ne faut pas hésiter. Enfin, je serais ravie de répondre. Je ne sais pas si vous pouvez fournir mes coordonnées, mais voilà, Oui, ça peut être on le Oui, fera. bonsoir. Ah, bonsoir. Euh, oui, bonsoir. Sofiane Boustella. J'avais une question par rapport aux security tokens et notamment au marché primaire. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des actifs, par exemple de la dette qui est levée en euros digital ou en monnaie digitale de banque centrale? Bah, il y a eu des expérimentations. Il y a eu ce qu'on appelle des Security Token Offering, donc des STO. Mhm. C'est l'équivalent ICO pour les Security Tokens. Il y en a eu qui ont même été agréés par la BaFin, le régulateur allemand.
Il faudrait que je retrouve. Il y avait Fundament qui en avait fait une, et puis Bitbond. Voilà, c'est les deux STO qui ont déjà été agréés en Allemagne. Et en France, alors en 2019, on a eu une première émission justement de Forge, filiale de Société Générale, d'obligations sur l'habitat. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Enfin, donc de titres de dette. Et il y a eu depuis d'autres expérimentations. Et la dernière, je dirais la plus notable, c'est la Banque européenne d'investissement qui a Ouais. fait une émission de dette également sur Mhm. la blockchain Ethereum, une blockchain publique, grâce à plusieurs... et puis avec plusieurs banques, notamment Société Générale aussi, mais je crois qu'il y avait Goldman, il y en avait plusieurs. Donc il y a eu, enfin ça c'est ce que je disais sur le marché primaire des security tokens, c'est ce qu'il y a de moins problématique. Il faut soit respecter prospectus si vous êtes au-dessus des seuils, soit il n'y a pas besoin. Il y a eu déjà eu plusieurs expérimentations. Le prospectus, c'est par rapport à ce que vous disiez dans le régime pilote de l'AMF? Alors, le prospectus, c'est une directive européenne. C'est peut-être même D'accord. un règlement maintenant. Je crois que la révision, c'est devenu un règlement. Donc, c'est pour les marchés primaires d'instruments financiers. C'est la réglementation qui s'applique si vous voulez faire une IPO, en fait. Ok. Je, je vois que David est revenu. Oui, vous m'entendez? Ouais, je suis désolé, je suis vraiment confus, hein. J'ai des problèmes de connectivité là, de connexion. Ok. Euh, Par contre, moi, je vais devoir, si vous m'autorisez, je vais Non, devoir, s'il y a c'est d'autres vrai. questions, je vous laisse reprendre. Mais il faut vraiment que je D'accord. rejoigne mon autre call. Je pense que je ne sais pas si après, moi je vois pas le chat. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pas N'hésitez dans le pas. En chat, plus, mais là, il y en avait une ou deux quand Ouais, même. à l'oral, oui, peut-être. voilà, allez-y, n'hésitez pas. Je t'en prie. Ouais. Ok. Oui, et Je vous autre chose, abandonne alors. Merci, un grand merci, Faustine. Merci à toi. Merci Merci à tout beaucoup, le Fabrice. monde. Merci Et je beaucoup. ne manquerai Alors pas attends, d'écouter la fin. attends, Fabrice. Le Oui. seul problème, c'est que je crois que tu es hôte, donc ça va Ah, fermer la. Tu attends, sais, je donc tu peux. te transfère. Ah, tu peux me transférer. D'accord. Là, j'espère. Je dis Je sais ça. pas. Sinon, tu peux laisser Il en. ne faut pas Ah ben cliquer non. sur mettre fin au call, c'est tout. Voilà, mais ouais. Mais non, Après, mais il va falloir. en fait, ouais, mais alors attendez, je regarde. Si je fais fin, Il faut faire je vais quitter. juste quitter la réunion. Oui, c'est bon. Je quitte la réunion et je vous laisse du coup. C'est tout bon. Bonsoir. Merci, au revoir, bonne soirée. Fabrice, merci encore. alors peut-être juste Faucine, pour rester sur ces STO, quel est l'intérêt aujourd'hui pour ces acteurs d'aller sur ces process qui sont encore complexes? Est-ce qu'il y a un intérêt économique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer de plus que ça? Enfin, l'intérêt, c'est celui de faire une émission grâce aux technologies blockchain. Et du coup, c'est quoi les intérêts des technologies blockchain? C'est la décentralisation, c'est la traçabilité, c'est la transparence, c'est faire ça plus rapidement, à terme, de façon moins chère. C'est pour ça que, à la limite, sur le marché primaire, c'est intéressant déjà d'une part, mais le plus intéressant, ça sera sur les marchés secondaires et puis sur le post-marché, là où les systèmes financiers sont quand même complexes, où on le voit, il y aurait éventuellement besoin d'accélérer certaines choses, de réduire les coûts, par exemple, d'intermédiation, donc en réduisant les intermédiaires, en rendant ça un peu plus efficient. Donc je pense que c'est là la recherche. Euh, Ensuite, là, on est vraiment sur l'aspect security token, donc des marchés qui existent déjà, des infrastructures qui existent déjà. C'est vrai que certainement le plus intéressant, le plus disruptif, c'est toute l'innovation sur les nouveaux cryptoactifs. Et encore plus quand on regarde les réseaux blockchain publics ouverts, où là, en fait, et notamment la finance décentralisée, hein, là, c'est vraiment extrêmement intéressant de voir tout ce qui se passe et tout ce qu'on propose pour que vous repreniez le contrôle de vos actifs, pour faire des choses programmables, pour composer entre toutes les applications qui sont proposées sur les réseaux blockchain. Enfin, c'est à mon sens là où il y a le plus de choses, d'émulation extrêmement intéressantes qui se passent. D'accord, merci beaucoup. Excellent. Peut-être d'autres questions? Oui, moi j'ai peut-être une petite question aussi par Oui. rapport, on a parlé du coup des différences de réglementation entre les différents pays et comparativement en Europe, du coup, tu disais tout à l'heure que la France était assez avancée, mais qu'est-ce que les autres pays ont, la Suisse par exemple,
Je serais curieuse de savoir en Allemagne ce qui se passe aussi. Alors en Allemagne, ils ont mis en place une sorte de licence, que je connais pas très bien au niveau de la custody, mais pour un régime vraiment aussi avancé, aussi abouti qu'en France, il n'y aura pas. Il y a vraiment eu des réflexions extrêmement poussées par les autorités françaises. Et c'est pour ça qu'au niveau européen, ça en est inspiré, hein. Ça a permis, ça a prémâché, disons, le travail. Donc non, des équivalents à la réglementation française, notamment sur le volet PSAN, il y en aura pas d'aussi poussé. Ok, merci. Peut-être une dernière question. Ok, bah écoutez, Faustine, merci infiniment. Merci beaucoup pour cette présentation, cet échange. C'était très intéressant. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bah, Et, merci à vous pour et l'invitation. merci, et merci encore. Le replay, il n'y a pas de problème. A priori, tu étais OK pour Bien qu'on sûr, puisse. non, non, avec plaisir. Et Avec puis, plaisir. donc, Puis si certains d'entre vous sont intéressés par l'association, voilà, on a un site internet, c'est facile, c'est adan.eu. Et il y a tous les contenus qu'on a publiés, notamment même des articles pédagogiques sur la question écologique, la question du risque blanchiment, etc. Donc n'hésitez pas à fouiller un peu. Et, euh, et si vous avez des questions ou que même vous souhaitez rejoindre l'association, n'hésitez pas à nous contacter. L'adresse est contact@adan.eu. Donc voilà, notre mission, c'est d'aider au développement de l'industrie. Donc si vous êtes dans cette situation, voilà, on est là pour vous aider. magnifique. Merci beaucoup, Faustine. Merci. À très bientôt. Bonne soirée, merci à tous. Au revoir.